Bonjour, je m'appelle François Spiès, je vous fais un nouveau cours pour les étudiants de première année en démarrant la deuxième partie du module M2103 sur le routage dans les réseaux Internet. Je commence ce premier cours en évoquant deux protocoles, le protocole ARP et le protocole ICMP, qui ne sont pas directement des protocoles de routage, mais qui contribuent à identifier les destinataires. En effet, le protocole ARP fonctionne en une conversion d'adresse IP avec une adresse physique, sachant que le protocole ARP signifie Address Resolution Protocol, et que sa fonction c'est donc de trouver l'adresse physique ou l'adresse MAC d'une adresse IP. En effet, lorsque l'on souhaite contacter un destinataire de notre réseau local, parfois l'ordinateur ne connaît que l'adresse IP, et puisque nous utilisons des commutateurs dans un réseau, il est indispensable d'identifier le destinataire de l'adresse MAC avec le destinataire d'une adresse IP avec son adresse MAC. Parce que l'adresse MAC sert dans le réseau local, l'adresse IP fonctionne à l'échelle d'Internet, c'est-à-dire pour l'ensemble de tout le réseau. Pour pouvoir envoyer une requête ARP, il est nécessaire de remplir l'ensemble des champs qui sont situés ici sur cette trame Ethernet ou Wi-Fi ou d'autres, voilà, mais historiquement nous prenons toujours comme exemple Ethernet. Nous mettons l'adresse MAC du destinataire ou l'adresse Ethernet. Nous mettons l'adresse source, c'est-à-dire l'adresse MAC de la machine qui effectue la requête. Nous indiquons un numéro de protocole ici pour indiquer que ça concerne le protocole ARP. Ensuite viennent d'autres champs, y compris donc le protocole, l'adresse protocole cible qui signifie l'adresse IP de la destination, l'adresse MAC de la destination, l'adresse IP de la source pour pouvoir effectuer une réponse, et puis l'adresse MAC de la source. Bien entendu, vous pouvez constater qu'il faut ici remplir l'adresse MAC de la cible ou de la destination, alors que elle n'est pas connue. Il va falloir donc remplacer ce champ par une autre valeur. Cette valeur, c'est la valeur de l'adresse de broadcast, pour que toutes les machines du réseau local soient concernées par ce message et que seule la machine concernée puisse répondre avec son adresse MAC à la source, en inversant et bien entendu les valeurs ici, puisque dans le message reçu les éléments sources deviennent les éléments cibles deviennent les éléments sources pour construire le message réponse. Il existe un protocole inverse qui s'appelle Reverse ARP ou RARP, qui va permettre à partir d'une adresse MAC de retrouver l'adresse IP. Ce protocole peut utiliser les conversions principales à réaliser sont effectivement par rapport au protocole de conversion d'une adresse IP vers une adresse MAC. Je vous donne un exemple. Vous configurez les paramètres réseau, vous avez l'adresse IP de votre gateway ou de votre passerelle, mais vous ne renseignez pas l'adresse physique, l'adresse MAC. Donc, à un moment donné, quand vous devez envoyer un message vers l'extérieur, il est nécessaire de pouvoir contacter sa gateway à partir de l'adresse IP connue, donc d'envoyer un message RP pour
pouvoir faire cette conversion. La plupart de ces requêtes ARP s'effectuent de manière automatique par les différentes couches réseau de votre machine, de votre système d'exploitation. Une erreur de configuration du réseau peut arriver puisque normalement on envoie une requête en broadcast pour connaître une adresse MAC et on obtient classiquement une seule réponse. Si on obtient 2 réponses ou plus, que s'est-il passé? C'est que finalement on a plusieurs machines sur notre réseau qui possèdent la même adresse IP et cela n'est pas autorisé dans la norme. Donc ça veut dire qu'il y a une erreur de paramétrage dans le réseau et que ça peut créer des anomalies. On pense contacter une machine alors qu'on en contacte une autre. Une autre particularité du protocole ARP, c'est de faire une requête ARP sur sa propre adresse IP. Normalement, il ne doit y avoir aucune réponse. Bien entendu, puisque nous sommes les seuls à avoir notre propre adresse IP configurée normalement dans le réseau. Si ce n'est pas le cas et qu'il y a une deuxième machine avec une adresse IP, eh bien, le fait de recevoir une réponse va nous indiquer qu'une autre machine que la nôtre utilise notre propre adresse IP. Donc, il y aura un message au niveau du système, une fenêtre qui s'ouvre en général pour vous ouvrir une alerte et vous indiquer qu'il y a une erreur de configuration et qu'il faut intervenir pour qu'il n'y ait plus de messages perdus qui, pour un message initié à partir d'une adresse IP, configure envoie une réponse à une autre machine qui n'est pas concernée, mais qui dispose de la même adresse IP que vous. Voilà. Un autre protocole qui est très souvent utilisé dans Internet, dans le protocole Internet, c'est ICMP. ICMP signifie Internet Control Message Protocol. C'est un protocole qui est utilisé par plusieurs applications système, mais plus précisément avec l'application ping. Pourquoi est-ce que la commande ping, aussi bien sous Linux que sous Windows et Mac OS X existe? Tout simplement parce que le protocole IP n'intègre pas de signalisation et ne peut pas vous donner d'indication sur le fonctionnement, sur l'état de fonctionnement du réseau. Donc lorsque vous indiquez une adresse IP, si cette adresse IP n'existe pas, eh bien avec le protocole IP, vous ne constaterez que un timeout. Un timeout, ça veut dire un délai d'attente expiré, qui signifie que nous n'avons obtenu aucune réponse du destinataire et que on ne sait pas pourquoi le destinataire ne répond pas. Est-ce que le destinataire existe mais il est arrêté? Est-ce qu'il y a une coupure réseau entre la source et la destination? Est-ce que l'adresse IP existe? Est-ce que la classe IP existe? Voilà, c'est quelque chose que l'on ne peut pas connaître simplement avec le protocole IP. C'est pour ça que le protocole ICMP vient épauler le protocole IP pour pouvoir proposer une signalisation, c'est-à-dire des informations sur l'état du réseau. Voilà. Et une partie d'explication sur le fait que le destinataire n'est pas accessible. Voilà. Ici, vous pouvez retrouver un certain nombre de messages qui peuvent être retournés par ICMP en cas d'anomalie d'accès au destinataire. Lorsque le destinataire existe, on observe le message retour avec les différents champs du protocole ICMP ou une partie des champs du protocole ICMP avec notamment la valeur de TTL qui signifie Time to Live. Donc c'est-à-dire c'est la durée de vie qui est une valeur qui est incrémentée, qui est initialisée plutôt, et puis ensuite qui est décrémentée en traversant
chaque routeur, depuis la destination vers la source, ce TTL est donc malheureusement pas défini dans la norme au niveau de sa valeur initiale. Donc Linux l'initialise avec la valeur 64, Windows avec la valeur 128 et le système Cisco initialise avec la valeur 255. Donc on voit que cette valeur elle est diversement initialisée, mais qu'ensuite elle va être systématiquement décrémentée à chaque fois que le message traverse un routeur. Donc lorsqu'on observe par exemple un TTL de 60, ça signifie que la machine avec laquelle on est en contact ICMP est une machine Linux, puisque on est sur une valeur qui est proche de 64, parce que 128 c'est beaucoup trop éloigné de la valeur 60 que l'on observe, et puis cette valeur 60 que l'on observe signifie que la valeur 64 a été décrémentée 4 fois. Donc ça veut dire qu'entre la source et la destination, il y a 4 routeurs. Voilà. Ça permet de découvrir une partie du réseau. Je termine avec le protocole ICMP en vous disant qu'il est également utilisé avec la commande traceroute. Traceroute est une commande qui va permettre de également mieux identifier le réseau entre la source et la destination en indiquant les adresses IP des différents routeurs le long du parcours. L'idée est de détourner la fonction initiale du champ TTL. Pourquoi ? Parce que en fait, lorsque normalement le TTL arrive à 0, comme il a été initialisé à 64, 128 ou 255 en fonction du système, le fait qu'il ait subi au moins 64 décrémentations, c'est-à-dire qu'il a traversé au moins 64 routeurs, ça signifie que le paquet tourne en rond, puisque la taille d'Internet pour pouvoir joindre depuis n'importe quelle source vers n'importe quelle destination est une valeur systématiquement inférieure à 64. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque le TTL arrive à 0, le destinataire dans Internet n'a pas pu être trouvé. Voilà, d'après mes mesures, la taille maximum ou le nombre de routeurs maximum entre une source et une destination que j'ai pu observer est de l'ordre de un peu plus de 30 routeurs, voilà, entre 30 et 35 routeurs. Par exemple, depuis la France, essayer de faire un traceroute avec Taïwan, voilà, en règle générale, c'est ce qu'on peut qualifier d'antipode numérique, c'est-à-dire le point le plus éloigné d'Internet depuis la France. Voilà, donc le TTL, comment est-ce qu'il est détourné avec la commande traceroute ? Tout simplement en n'initialisant pas le champ correctement et en commençant en initialisant avec un TTL égal à 1. Et avec un TTL égal à 1, que va-t-il se passer lorsqu'on va envoyer un message d'une source vers une destination ? Eh bien en fait il va y avoir une première décrémentation sur la gateway de la source, le TTL va passer à 0, on va obtenir une réponse à travers le protocole ICMP pour nous indiquer que la destination est injoignable. Évidemment, la commande traceroute a détourné l'usage normal du TTL. Ensuite, lorsque l'adresse IP de la gateway de la source a été identifiée, un deuxième message va être envoyé, cette fois-ci avec un TTL égal à 2. La première gateway va décrémenter une première fois à 1, et puis un deuxième routeur, le long du parcours, va décrémenter la valeur, la rendre égale à 0, et va renvoyer une réponse à la source à travers un paquet ICMP en indiquant son adresse IP source, et donc de cette manière-là, la source peut identifier l'adresse IP du deuxième routeur le long du parcours, et ainsi de suite, avec un TTL égal à 3, 4, 5, 6, jusqu'à ce que le message arrive jusqu'à la destination avec un TTL au bout du compte qui sera égal à plus que à 1, et la destination va nous répondre que le message est bien arrivé à la destination. Donc le TTL n'a pas pu arriver à 0 puisqu'on l'a progressivement augmenté jusqu'à ce que
on ait cette situation que le message arrive à la destination avant que le TTL soit égal à 0. Avantage, ça y est, je connais la liste de toutes les adresses IP de tous les routeurs le long du parcours entre ma source et ma destination. Voilà, c'est ça qui va permettre de découvrir le chemin. Attention, le fait de faire découvrir les adresses IP des routeurs dans un réseau peut poser quelques soucis, quelques problèmes par rapport à la sécurité. En effet, le problème principal, c'est de laisser découvrir qu'un routeur existe avec une adresse IP sur Internet, alors que normalement, cette adresse IP n'est pas connue. Donc, que va-t-il se passer? Eh bien, potentiellement, cette adresse IP peut être utilisée pour tenter une connexion de différentes natures, SSH, Telnet, pour peut-être soit prendre le contrôle du routeur ou alors essayer de générer un déni de service. Un déni de service, ça veut dire que le routeur ne pourra plus faire son travail normal qui est d'effectuer un routage, d'effectuer du routage de paquets, et donc du coup, d'un seul coup, on a un ensemble de machines qui sont derrière ce routeur qui ne reçoivent plus de trafic. Donc, c'est une adresse IP relativement sensible dans un réseau, parce qu'une entreprise qui n'a plus accès à Internet parce qu'il y a un déni de service qui a été provoqué sur un routeur, ça peut provoquer un dommage non négligeable. Voilà par rapport à la commande traceroute. Pour se protéger de la commande traceroute, de plus en plus de routeurs, lorsque le TTL est égal à 0, ne génèrent plus un ICMP automatique de réponse à la source pour s'éviter de se faire découvrir. Voilà. Et donc, c'est vrai que de temps en temps, lorsqu'on fait un traceroute, on se rend compte qu'il y a un timeout, c'est-à-dire donc toujours un délai qui est dépassé sans aucune réponse, voilà, tout simplement pour préserver la sécurité de l'architecture du réseau. Autre situation qui est difficile à identifier pour un traceroute, c'est que si il existe deux chemins différents pour aller d'une source vers une destination, le traceroute pourrait éventuellement, vous donnera des informations qui seront incohérentes. Voilà. Donc, évidemment, vous ne pouvez pas découvrir le chemin, puisque le traceroute va toujours supposer que ce qu'il découvre est un chemin unique, et puis si vous avez des adresses IP qui sont parfois du chemin numéro 1 ou parfois du chemin numéro 2, ça va vous construire une proposition de chemin unique pour aller de la source vers la destination qui n'est pas correcte. Voilà. Donc effectivement, dans ce cas-là, traceroute a énormément de difficultés de vous proposer un chemin cohérent. Dernier élément, si jamais entre le début et la fin de votre traceroute, il y a un reroutage pour une raison que l'on ne maîtrise pas, par exemple un lien qui est coupé entre le début du traceroute et la fin du traceroute, eh bien ça provoquerait la construction d'un début de chemin au début de votre traceroute, et puis ça se terminerait, ça se compléterait avec peut-être un deuxième autre chemin différent, une deuxième partie d'un chemin, donc vous auriez deux segments de chemin par exemple. Voilà, à présent, les algorithmes de routage. Évidemment, Internet existe depuis les années 70, fin des années 70, donc nous avons 40, 50 ans d'expérience sur le fonctionnement du protocole IP, et du coup, il a été créé plusieurs générations de protocoles de routage pour IP. Voilà, donc évidemment, les premières générations sont simples, mais ont un certain nombre de défauts qui ont été bien identifiés, bien maîtrisés depuis de nombreuses années, pour pouvoir ensuite donner lieu à de nouveaux protocoles de routage plus performants,
plus complexe à comprendre également, avec plus de paramétrage pour tenir compte de plus de choses. Alors, donc, on va construire un certain nombre de catégories et de stratégies de routage, voilà, qui sont réparties dans ces deux parties, voilà, soit du routage statique, soit du routage dynamique. Le routage statique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la configuration de la table de routage d'un routeur est construite par l'administrateur, par une configuration initiale. Deuxième possibilité, utiliser un protocole de routage à qui on va délivrer le droit d'aller modifier la table de routage en fonction des caractéristiques qui auront été observées dans le réseau. Ces caractéristiques, c'est détecter qu'un lien existe entre deux routeurs, ou alors détecter que le lien n'existe plus entre deux routeurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une coupure du réseau qui a été constatée, par exemple. Voilà, c'est ça le gros avantage du routage dynamique par rapport au routage statique. Alors le routage statique, c'est intéressant à la condition d'avoir une topologie, une architecture du réseau simple qui ne permette pas de bénéficier de plusieurs chemins pour aller d'une source vers une destination. Ben oui, parce que le problème d'un réseau, aujourd'hui, il doit fonctionner tout le temps, quoi qu'il arrive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a un lien qui est coupé, quand il y a un routeur qui tombe en panne, ou un routeur qui n'est plus alimenté parce qu'il n'y a plus d'électricité, par exemple, à un endroit, il faut pouvoir laisser le réseau s'auto-organiser grâce au protocole de routage pour pouvoir construire de nouveaux chemins pour aller d'une source vers une destination. Voilà, c'est ça le grand principe du protocole de routage dynamique, s'adapter aux défaillances potentielles que l'on peut identifier dans le réseau. Et puis il y a aussi un autre avantage très intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on va créer une nouvelle extension dans le réseau, parce qu'il y a une nouvelle entreprise, parce qu'il y a une nouvelle génération de liens plus performants que l'on veut mettre en place entre deux nouveaux équipements, et on comprend bien que l'évolution d'Internet est quasiment permanente et que tous les jours il y a de nouvelles liaisons qui apparaissent dans la topologie du réseau. Et bien pour s'éviter d'avoir à tout reconfigurer tous les jours, à chaque fois qu'il y a une nouvelle extension, une nouvelle liaison dans le réseau, eh bien, il faut que les équipements puissent dialoguer entre eux pour s'informer des nouveaux liens existants, comme des liens qui peuvent potentiellement tomber en panne, voilà, pour que les tables de routage dans les routeurs puissent systématiquement intégrer que des connexions, que des liens, que des chemins qui fonctionnent de bout en bout. Évidemment, puisque si jamais il y a un des liens qui ne fonctionne pas le long du parcours, eh bien le paquet est perdu et ne peut pas trouver sa destination. Voilà. Le routeur, c'est l'équivalent d'un rond-point dans un réseau routier, et la table de routage, c'est l'équivalent du panneau d'affichage que vous allez retrouver juste avant un rond-point pour vous indiquer que pour aller à Paris, c'est tout droit, pour aller à Lyon, c'est à droite, pour aller à Marseille, c'est à gauche, par exemple. Hein, et donc, voilà. Si jamais, à un moment donné, la route de droite est en travaux et qu'elle est barrée et qu'elle ne permet plus d'aller à Lyon, eh bien, il va falloir indiquer sur ce panneau que temporairement, on ne va plus à Lyon en allant à droite, mais qu'il faut à présent aller tout droit. Voilà, et que il y a une déviation qui se met en place pour vous expliquer le détour qu'il faut prendre pour pouvoir aller à Lyon. Voilà, et bien c'est ça, le contenu des tables de routage, c'est de pouvoir prendre en compte une situation inattendue. Et puis, bien entendu, comme on fait des travaux régulièrement, qu'on crée de nouvelles autoroutes, de nouvelles routes, de nouvelles nationales, eh bien, parfois, pour aller à Lyon, c'est plus simple de ne plus prendre la route à droite
mais de prendre la deuxième à droite, voilà, parce qu'il y a une route supplémentaire qui a été créée au niveau du rond-point, et qu'il va falloir faire, cette fois-ci, une modification permanente. Voilà, le protocole de routage dans un routeur, c'est exactement cela. À présent, qu'est-ce qu'un routeur? Alors, j'espère que maintenant vous savez ce que c'est qu'un routeur, puisque vous avez suivi beaucoup de modules dans notre première année de DUT. Donc voilà, vous savez que un routeur, il intègre un certain nombre de fonctionnalités. Il doit disposer d'une ou plusieurs interfaces réseau de différents types. Ça peut être des interfaces Ethernet, cuivre, ça peut être des interfaces Ethernet fibre, ça peut être des interfaces Wi-Fi ou des interfaces d'autres natures. Ça peut être donc mélanger plusieurs types de liaisons. Alors aujourd'hui, évidemment, les routeurs intègrent de plus en plus massivement plutôt des liaisons de type Ethernet. Et sur support différents, donc cuivre ou fibre, en fonction de la distance à couvrir entre les deux routeurs. Si la distance est inférieure à 100 mètres, on va rester sur du cuivre. Si la distance entre les deux routeurs est de quelques centaines de mètres, on va utiliser peut-être de la fibre multimode. Lorsqu'on est sur plusieurs dizaines de kilomètres, on va utiliser de la monomode. Voilà. Après, lorsqu'on a des distances qui sont supérieures à la centaine de kilomètres, eh bien, il va falloir que le signal lumineux soit régénéré à partir d'un ce qu'on appelle un répéteur ou un pont, un bridge en anglais, voilà, pour que on puisse avoir à nouveau la transmission d'une lumière suffisamment puissante pour qu'elle puisse être détectée. Donc ça nécessite que régulièrement il y ait des équipements actifs qui puissent régénérer un signal lumineux suffisamment puissant pour couvrir une certaine distance. Alors vous comprenez bien que la fibre optique, son objectif est d'être extrêmement transparente pour ne pas atténuer le signal lumineux, mais malgré cela, la lumière ne se propage pas dans le vide, même si les fibres optiques sont extrêmement transparentes, eh bien, le signal il finit par être légèrement atténué, donc il a besoin d'être régénéré régulièrement. Voilà, sur un routeur, on va retrouver, qui est un équipement que l'on qualifie de niveau 3, alors je vous rappelle pourquoi est-ce qu'il y a des équipements de niveau 1 dans un réseau, des équipements de niveau 2 et des équipements de niveau 3. Un équipement de niveau 1, c'est un équipement qui renvoie une information, un paquet qui est reçu sans aucune lecture de la destination. Donc, comme il ne connaît pas le destinataire, en fait, il doit renvoyer un message par tous les ports. Voilà. C'est le rôle de l'ancien hub ou concentrateur qu'on utilisait encore il y a une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, parce que il n'y avait pas d'autres possibilités, ou alors un commutateur, ça coûtait tellement cher. Voilà, il y a 20 ans, un commutateur coûtait pas loin de 5 à 10 000 euros. Donc, bien entendu, il n'y en avait pas partout. Voilà, donc on avait encore énormément recours au hub, qui est un équipement de niveau 1. Et ensuite, un équipement de niveau 2, c'est donc un équipement qui va sélectionner le port de renvoi en fonction de l'adresse de la couche liaison. La couche liaison, c'est la couche numéro 2. Voilà pourquoi ça s'appelle un équipement de niveau 2. Donc la couche liaison, l'adresse MAC, ou l'adresse physique, l'adresse Ethernet, parfois on dit, en termes de raccourci. Voilà, c'est l'adresse qui va permettre de trouver dans le réseau local le destinataire. Voilà, c'est ça le rôle du commutateur. Le commutateur est un équipement de niveau 2. Le routeur est donc un équipement de niveau supérieur, c'est un équipement de niveau 3, c'est au niveau de la couche
réseau. La couche réseau, c'est la couche numéro 3. C'est là qu'on va retrouver le protocole IP. IPv4 ou IPv6. Vous savez qu'il y a différentes générations dans le protocole IP. Voilà, il y en a deux qui existent aujourd'hui. IPv4 est un système d'adressage saturé. On ne peut plus obtenir d'adresse IP supplémentaire avec le protocole IPv4 aujourd'hui. Mais malgré tout, ça reste le protocole très majoritairement utilisé dans Internet, donc il est indispensable de bien connaître son fonctionnement. IPv6, à l'inverse, est un protocole qui permet un adressage, ou qui a des capacités d'adressage beaucoup plus importantes, donc qui permet de faire beaucoup plus de choses, beaucoup plus de machines. Donc, on n'a pas atteint la capacité de saturation du protocole IP en termes de numérotation, mais le protocole IPv4 continue de bien fonctionner grâce à diverses stratégies, donc ça retarde toujours la mise en place majoritaire du protocole IPv6. Voilà, donc ça fait à peu près 20 ans que j'explique, ou même un peu plus, que j'explique que le protocole IPv6 va s'imposer dans les 5 prochaines années. Voilà, donc je n'ose plus dire ça maintenant parce que ça fait 15 ans que je me trompe, donc je ne sais plus quand est-ce que le protocole IPv6 sera majoritairement déployé, mais on sait que dans certains pays émergents où il y a besoin de déployer un réseau à grande échelle, les fameux pays BRICS, donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et South Africa, donc l'Afrique du Sud, pour ces pays émergents, ils ont besoin de construire un réseau composé de routeurs, composé de serveurs, composé de clients. Ils ont besoin de beaucoup d'adresses IP, mais on ne leur attribue plus d'adresse IPv4 depuis longtemps. Donc voilà, ces pays ont très majoritairement investi dans le protocole IPv6. Donc ils sont beaucoup plus en avance sur le protocole IPv6 que l'Europe et l'Amérique, qui s'est accaparé la grande partie des capacités d'adressage IPv4. Par exemple, l'Amérique a pris 50% des adresses IPv4 pour elle, l'Europe a pris 25 à 30% des adresses IP pour l'Europe occidentale, il reste 20% pour 6 milliards d'habitants. Voilà. Alors que 750, 800 millions d'habitants ont pris les 3 quarts. Voilà, donc effectivement, il y a un déséquilibre dans la répartition des adresses IP. Et voilà, les créateurs, principalement les Américains, voilà, se sont réservés la grande majorité des adresses IPv4 pour ne pas avoir de problèmes d'adressage dans leur réseau pour de nombreuses années. Voilà, donc il existe plusieurs protocoles qui peuvent fonctionner en simultané dans les routeurs IPv4, IPv6 et d'autres protocoles existent ou ont existé comme protocole de routage, comme IPX par exemple, voilà, dans les réseaux Novel Network qui étaient beaucoup utilisés par Windows à un moment donné. Voilà, bon aujourd'hui il y a une hégémonie quasiment absolue sur le protocole IP. Voilà. Le protocole IP représente 99,9% du routage dans Internet. Donc voilà, on peut, enfin pardon, pas dans Internet, mais dans le réseau international. Voilà, donc du coup, on peut dire qu'effectivement, voilà, ce sont quasiment les seuls à faire ça. Le routage dans le réseau, c'est le protocole IP. Donc voilà, je vous ai ici mentionné quelques protocoles de routage existants associés au protocole IP. Donc le protocole RIP, qui est le protocole de routage historique, le premier qui a été mis en œuvre dans Internet, et puis ensuite une proposition qui a été réalisée afin d'améliorer le protocole RIP pour essayer de limiter les défauts qui avaient été constatés sous la forme de retour d'expérience avec le protocole RIP, donc c'est le protocole OSPF. Et puis il existe aussi d'autres
d'autres protocoles qui ne sont pas des protocoles normalisés, puisque vous voyez que le protocole RIP et le protocole OSPF sont normalisés dans un document qui s'appelle le RFC 1058 pour le protocole RIP, le RFC 1247 pour le protocole OSPF. Lorsque Cisco par exemple propose un protocole propriétaire qui ne fonctionne que pour les routeurs Cisco, qui s'appelle IGRP, ce protocole n'est pas défini dans une norme par l'ensemble des constructeurs et des gens qui sont, et des personnels ou des entreprises qui sont concernés par la mise en place, la mise en œuvre de protocoles de routage. Donc voilà, quand il y a un document normalisé qui s'appelle un RFC, eh bien cela signifie qu'il y a plusieurs sociétés, plusieurs partenaires qui se sont entendus pour définir un protocole commun. L'avantage d'avoir un protocole commun décrit dans une norme, c'est qu'on va pouvoir combiner des routeurs de marques différentes. Et il va falloir interpréter le protocole tous de la même manière. Si vous utilisez un protocole propriétaire comme ce qui est proposé par Cisco, qui est IGRP, il y en a même une version améliorée qui s'appelle EIGRP, eh bien le défaut c'est que quand vous déployez une architecture sur la base de ce protocole-là, vous ne pouvez installer que des routeurs de la marque Cisco dans votre entreprise. Donc, à terme, lorsque vous voulez agrandir, étendre votre réseau, voilà, ça vous oblige à n'acheter que des routeurs Cisco. Et là, économiquement, financièrement, peut-être que vous ne pourrez plus bénéficier de remises de prix intéressantes parce que vous ne pouvez plus faire jouer la concurrence. Donc, il faut éviter d'utiliser des protocoles propriétaires. Je ne parle pas de Cisco en particulier, mais c'est vrai que font partie de cet exemple. Donc, il est extrêmement important de déployer des protocoles de routage normalisés. Voilà, des protocoles de routage normalisés pour s'ouvrir la possibilité de pouvoir utiliser ou des routeurs Cisco ou des routeurs 3Com, HP, Juniper. Voilà, il y a beaucoup de sociétés qui proposent des routeurs. Il faut se laisser le choix du routeur le plus adapté, le meilleur dans sa catégorie de prix. Voilà, c'est important qu'il y ait une émulation entre fabricants au niveau des équipements. Alors, que signifie RFC ? RFC, c'est le nom d'une norme, Request for Comment. Donc, c'est un document qui permet de regrouper l'ensemble des remarques et des propositions. Voilà, Request for Comment, c'est ça que ça veut dire. Et l'organisme qui diffuse ces normes s'appelle l'IETF. Voilà, l'organisme qui définit toutes les normes informatiques, réseau, logiciels à partir de la couche 3, puisque à partir de la couche 3, nous ne sommes plus sur des couches matérielles, c'est simplement la couche 1 et 2 qui sont des couches matérielles. La couche 1, c'est la couche physique, donc ça veut dire que c'est du câble, de la fibre optique, des liens radio, infrarouge, voilà, enfin tout ce que vous voulez. Et puis la couche 2, c'est la couche électronique, où on va retrouver la carte Ethernet, la carte Wi-Fi, etc. Voilà, ça c'est du matériel. Et à partir de la couche 3 jusqu'à la couche 7, il n'y a plus que des protocoles. Donc on n'est plus que sur des éléments informatiques. Voilà, donc à partir de la couche 3 jusqu'à la couche 7, c'est normalement l'organisme de normalisation internationale IETF qui réalise et qui diffuse les normes. IETF signifie Internet Engineering Task Force. Voilà. Donc voilà, le regroupement des ingénieurs réseau, pour faire simple. Voilà, alors, les protocoles de routage, on les regroupe dans 3 catégories en règle générale. Bon, End System Protocol, c'est un cas particulier, mais bien entendu, il y a quand même ce premier niveau-là. Je vous ai présenté tout à l'heure le protocole ARP. Voilà, il faut pouvoir, à un moment donné, pouvoir faire la relation entre l'adresse IP
ou l'adresse logique et l'adresse physique, ou l'adresse MAC Ethernet. À un moment donné, on a besoin de faire ce lien, cette conversion. C'est le protocole ARP qui va nous permettre de faire ça. Ensuite, il y a vraiment ces deux catégories, voilà, c'est là qu'on va retrouver les deux catégories de protocoles de routage. Il y a les IGP, les EGP. Donc les IGP, Interior Gateway Protocol, ça signifie que c'est l'organisation du routage à l'intérieur d'une entreprise. À l'intérieur d'une entreprise, on peut utiliser le protocole de routage que l'on veut. Il y a totale liberté sur le protocole de routage que l'on utilise. Alors évidemment, lorsqu'on est une petite PME et qu'il y a très peu de routeurs, on va peut-être utiliser un protocole de routage très simple. Par contre, quand on est opérateur de réseau Internet comme Orange, SFR, Bouygues, Free et bien d'autres, eh bien, il va falloir que l'on utilise des protocoles de routage très élaborés pour pouvoir utiliser de manière optimale la topologie de notre réseau. D'accord, donc voilà, effectivement, c'est un enjeu extrêmement important. Et entre opérateurs, les protocoles de routage qui sont utilisés et les paramétrages qui sont utilisés sont des éléments confidentiels. Ne veulent pas que les autres opérateurs sachent comment ils configurent leur propre réseau, puisque évidemment, ça fait a priori partie de la compétence du cœur de métier. L'autre catégorie de protocole de routage, c'est le protocole de routage externe. Le protocole de routage externe nécessite une coordination entre toutes les entreprises qui sont reliées à Internet. Et là, il va falloir utiliser tous le même protocole de routage. Donc là, il n'y a aucun degré de liberté. Historiquement, le protocole de routage externe, il s'appelait EGP, Exterior Gateway Protocol. Depuis l'utilisation de ce protocole et tous les défauts qui ont pu être identifiés, nous sommes passés à une nouvelle génération de protocole de routage externe sous la forme du protocole BGP, Border Gateway Protocol, nouvelle version. Alors BGP version 3, 4, il y a eu plusieurs améliorations qui ont été proposées à la fin des années 90, début 2000, il y a eu à un moment donné une bascule. Le protocole EGP a été éliminé au bénéfice de BGP qui était beaucoup plus performant. Voilà. Un des éléments qui a fait qu'il y a eu une certaine volonté de suppression de EGP, c'est que à chaque fois qu'il y avait une liaison point à point entre deux routeurs, ça nécessitait une classe IP complète. Et donc du coup, il y avait un gâchis d'adresse IP très conséquent, puisque pour chaque liaison point à point entre deux routeurs, il fallait 256 adresses IP, alors qu'il n'y en avait besoin que de 2. Donc le protocole BGP a pu s'imposer en proposant simplement l'utilisation de sous-classes IP composées donc de taille 4. Pourquoi une taille 4 ? Parce que comme vous le savez, dans une classe IP ou dans une sous-classe IP, il y a toujours deux adresses réservées. La plus petite dans l'intervalle et la plus grande. La plus petite, c'est le numéro du réseau. La plus grande, c'est le broadcast à l'intérieur de la classe IP. Voilà, donc du coup, lorsqu'on a une taille de sous-classe 4, nous avons deux adresses IP disponibles, plus deux adresses IP réservées. Les deux adresses IP disponibles servent à la liaison point à point. L'équipement 1, l'équipement 2 permet de communiquer et de relier les échanges. Voilà, et je vais compléter et terminer ma présentation sur les fonctionnalités annexes à l'intérieur d'un routeur, où on va pouvoir ajouter des fonctions de filtrage. Le filtrage, c'est l'ajout d'un certain nombre de contrôles, de mécanismes de sécurité pour s'assurer que on laisse passer un trafic toléré et autorisé. Voilà, donc effectivement les routeurs peuvent être sollicités pour effectuer du contrôle sur les paquets, d'aller lire un petit peu le contenu du paquet, pas simplement le champ de l'adresse IP destination, mais d'aller un petit peu plus en profondeur dans le paquet pour
contrôler que le paquet qui est en train de circuler est bien dans les cas d'usage classiques de l'entreprise. Et puis si ce n'est pas le cas, il sera peut-être rejeté. Voilà. Attention, ces règles de filtrage ajoutent une activité de calcul supplémentaire et nécessite plus de ressources. Donc le trafic va être ralenti très légèrement dans sa fonctionnalité de routage, dans sa fonctionnalité de renvoi de proche en proche, si il faut systématiquement contrôler que le trafic est acceptable ou pas. Alors bien entendu, la fonction de filtrage, elle n'est pas à ajouter sur tous les routeurs. Ça peut être simplement sur quelques routeurs, sur un seul routeur peut-être. Voilà, c'est à définir. Donc il y a un routeur, si jamais on lui ajoute des fonctions de filtrage, il faudra peut-être acheter une version de routeur un peu plus performant en termes de capacité de calcul pour pouvoir intégrer cette fonctionnalité supplémentaire qui est le filtrage. Comment est-ce que on mesure les performances d'un routeur? Alors évidemment, les performances d'un ordinateur, en règle générale, on va identifier la capacité de calcul du processeur, la taille de la mémoire dynamique, la RAM, la taille de la mémoire non réinscriptible comme la ROM par exemple, la taille du disque dur ou de la mémoire SSD, puisque maintenant on a de plus en plus de mémoire SSD à la place du disque dur. Et puis aussi, pour certaines catégories d'applications, la performance de la carte graphique. Beaucoup de jeux ont besoin de cartes graphiques très performantes pour pouvoir fonctionner rapidement, parce qu'il y a énormément de fonctions graphiques qui sont intégrées dedans. Voilà, dans un routeur, il n'y a pas de carte graphique, donc ce sont d'autres paramètres qui vont être évalués pour pouvoir caractériser la performance du routeur. Alors évidemment, la capacité du CPU, du processeur, c'est quelque chose d'important, mais ce n'est pas l'essentiel dans un routeur. Ce qui va être important dans un routeur, c'est de savoir combien il y a de ports. Est-ce que c'est un routeur de 2 ports, de 4 ports, de 8 ports ou de 200 ports? Évidemment, ça va conduire à pouvoir gérer autant de trafic qui vont arriver par tous les ports. Si on n'en a que 2, on a besoin d'un routeur peu puissant, peu performant. Si on a 200 ports, évidemment, il va y avoir du trafic potentiellement qui va arriver par 200 ports, qu'il va falloir renvoyer très rapidement. Donc il va falloir des capacités de transfert extrêmement performantes. Donc, la vitesse du bus de fond de panier est un élément primordial pour évaluer la performance d'un routeur. Si vous avez des ports à 1 gigabit par seconde, par exemple, et que votre bus de fond de panier est à 10 gigabits par seconde, vous ne pouvez pas accepter plus que 10 transferts simultanés. Il va falloir ralentir, sinon il va falloir ralentir. Si votre bus de fond de panier il fait 100 gigabits par seconde, vous pouvez avoir 100 communications simultanées. C'est donc là un cas de figure qui est beaucoup plus favorable, bien entendu. Mais qu'est-ce que c'est qu'un bus de fond de panier? C'est l'équivalent du bus PCI dans un ordinateur. Sauf que dans un ordinateur, la capacité du bus PCI a été normalisée. Voilà, il y a le bus PCI Express par exemple, et précédemment il y avait d'autres générations de bus PCI, et puis il y a le bus PCI x1, x2, x4, x8, x16, en fonction des performances que l'on désire. Dans les routeurs, rien n'a été normalisé, donc en fait tout est laissé au libre jugement des fabricants. Si le fabricant veut faire un routeur à 10 gigabits par seconde en vitesse de bus de fond de panier, ou à 100 gigabits par seconde, ou à 1 terabit par seconde, il fait ce qu'il veut. Mais bien entendu, le prix va être de plus en plus élevé. Dans un routeur, on peut avoir des liaisons à 10 mégabits par seconde, 100 mégabits par seconde, 1 gigabit par seconde, 10 gigabits par seconde.
voire même, il y a des agrégats de 10 gigabits par seconde aujourd'hui, ça peut monter à 40, voire 80. Et une norme 100 gigabits par seconde voilà, est en cours, ou peut-être existe déjà, je ne sais plus. Voilà. Et donc, évidemment, il va falloir que les routeurs puissent encaisser ces débits qui vont arriver par les ports d'entrée-sortie. Donc il faut des bus de fond de panier qui soient, au fur et à mesure du temps, de plus en plus performants. Il faut faire à chaque fois créer des nouveaux modèles pour pouvoir avoir des performances de plus en plus élevées de transfert d'un port à l'autre à l'intérieur d'un routeur.